Une tour de pierre sombre perçait le ciel nocturne. Il neigeait. Une voix masculine mécontente lui a demandé de ne pas la déranger. L'homme l'avait déjà refusé tant de fois. La fille a calmé son interlocuteur. Elle a dit que tout irait bien. Elle a demandé qu'on lui accorde juste 1 minute. Elle a promis de donner quelque chose aux gardes. La silhouette encapuchonnée inclina la tête en signe de gratitude, ayant obtenu la permission pour une courte minute. Il y avait une profonde tristesse dans sa posture. Les pas bruyants résonnèrent sur les dalles de pierre froide du sol. Derrière les barreaux, étendu sur le sol, le corps d'une femme gisait immobile. Le captif épuisé laissa échapper un souffle à peine audible. Elle a posé une question, se demandant qui était venu. Sa voix rauque et brisée se dissolvait dans le silence de la prison. Une silhouette sombre vêtue d'un manteau s'approcha des barreaux. Sa capuche cachait son visage dans une ombre épaisse. Le nom de la fille était Samona. Elle espérait que le prisonnier pourrait la reconnaître. D'une voix faible, le prisonnier répéta le nom de l'invité. Tout son corps tremblait de faiblesse et d'épuisement. Samona s'agenouilla devant les barreaux. Elle a posé la lanterne sur le sol. La fille a versé du liquide dans la tasse. Elle a informé son Altesse qu'elle avait apporté des médicaments. Le prisonnier épuisé tendit la main avec difficulté vers la coupe. Son membre était d'une pâleur mortelle dans la faible lumière de la lune. Chaque mouvement était effectué avec beaucoup de difficulté. Le contenu sombre s'est soudainement répandu sur le sol en pierre du donjon, et la coupe vide roula avec un grand bruit dans l'ombre de la grille. Samona se couvrit la bouche avec ses mains, effrayée. La fille ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Elle voulait appeler le gardien de sécurité. Les yeux surnaturels et apparemment figés de son Altesse captivèrent le regard de Samona. Il y avait quelque chose d'un autre monde qui se cachait dans leur profondeur vide. La prisonnière tendit sa main fine à travers les barreaux. Elle a demandé aux visiteurs de ne pas pleurer. Elle a insisté pour que la fille ne soit pas contrariée à cause d'elle. Samona avait des questions. La fille a montré cet endroit terrible. Je lui ai demandé comment elle était arrivée ici. Le prisonnier s'est rapproché des barreaux. Les deux filles étaient assises l'une à côté de l'autre. Ils étaient séparés par un mur de barreaux de fer. L'invité a posé des questions sur Sheran. Elle avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Samona sanglotait, se couvrait le visage de ses mains et tremblait de tremblement. Elle se tourna vers son Altesse. Elle a admis avec amertume dans la voix que la dame était morte. La reine consort a exécuté Lady Sheran pour avoir répandu des rumeurs sur l'empereur Kralde. Le visiteur a raconté l'emprisonnement du prince Franz. Le prisonnier ne croyait pas ce qui était dit. Je ne comprenais pas pourquoi cela était possible. On dit que le prince Franz a tenté de tuer l'empereur Kralde. La fille ne connaissait pas la vérité. Mais après avoir écouté les ragots, il semblait que c'était le cas. C'est peut-être la raison pour laquelle l'empereur Kralde a puni le prince Franz. Le prisonnier s'est agrippé au barreau. La malheureuse femme ne croyait pas à ces rumeurs. Cela ne pouvait pas être vrai. Le prisonnier était sûr que le prince n'avait pas fait cela. Elle se souvenait que le prince n'avait jamais fait de mal à personne. C'est pourquoi j'étais perplexe quant à la façon dont cette personne pouvait faire quelque chose comme ça. Samona dit que certains membres de la noblesse étaient contre. Mais la reine consort décida que la folie du prince était allée trop loin et l'emprisonna dans une cabane forestière. Le visiteur voulait dire autre chose à son Altesse Judith. Mais le garde a crié que le temps était écoulé. Il a exigé que la fille parte d'ici. Le garde s'est approché des orateurs. Samona regarda le geôlier d'un air suppliant. Elle m'a demandé d'attendre. Elle l'a supplié de lui donner plus de temps. L'invité voulait encore dire quelque chose. Samona se figea lorsqu'une ombre grise glissa sur le sol en pierre du donjon. Il y avait une petite souris assise là. Les yeux vides du prisonnier étaient fixés sur un point. Soudain, la malheureuse femme fut prise d'une vive douleur. Des gémissements douloureux déchirèrent le silence du cachot tandis que le prisonnier se tordait sur les dalles glacées. Le corps tremblait d'une douleur insupportable. Tout était fini. Le garde courut jusqu'au barreau. Il fixait le prisonnier souffrant. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai demandé à mon partenaire de venir jeter un œil. Le prisonnier toussait et gémissait. La jeune fille comprit que sa vie était en effet insignifiante. L'un des gardes pensait que cette garce était complètement devenue folle. Et à en juger par son sourire, elle a dû attraper la folie de son mari. La prisonnière leva la tête. Des larmes amères coulèrent de ses yeux. Elle était constamment piétinée, réprimandée et insultée. La malheureuse femme murmura que cela n'arriverait jamais. Les gardes ont commencé à s'agiter. Ils ont exigé que la porte soit ouverte rapidement. La fille a crié d'une voix terrible qu'elle ne pardonnerait jamais à personne. Dans la pièce froide et humide de la prison, un serment fut prononcé. Peu importe qui elle deviendrait, peu importe ce qui arriverait, elle ne pardonnerait jamais à personne.
Les gardes se sont précipités dans tous les sens, paniqués. La reine leur a dit que cette garce lui serait toujours utile. Les gardes s'inquiétaient de ce qui leur arriverait si le prisonnier mourait. Le prisonnier a pris une décision. Elle s'est mordu la langue. Des gouttes de sang chaud coulaient sur son menton pâle. Les pâles rayons de la lune, perçant les fenêtres nuageuses du donjon, dessinaient un motif en treillis d'ombre. Un prisonnier épuisé gisait sans vie sur le sol, implorant une chance. Des taches écarlates se répandent lentement sur les pierres, colorant les dalles froides d'une couleur pourpre foncée. Du sang s'accumulait dans une mare sombre autour du corps immobile. La lumière vive du soleil inondait la pièce à travers la haute fenêtre. Il y avait un bouquet de fleurs fraîches sur la table. La fille aux yeux bleus regarda autour d'elle avec confusion. La brune reconnut la pièce dans laquelle elle vivait lorsqu'elle était reine. La fille a touché sa bouche. Sa langue était intacte. La jeune femme sauta brusquement sur ses pieds depuis le lit propre. Ses lèvres étaient douces, mains et visage propres. La fille ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. La brune courut vers le miroir sans hésiter une seconde. Elle regarda son visage et examina son corps, qui se reflétait dans la surface du miroir. Le reflet dans le miroir montrait une jeune fille aux cheveux bleu noir et aux yeux bleus profonds. Le regard était plein de surprise. La jeune femme regardait les traits du visage lorsque la femme de chambre entra dans sa chambre. La servante apporta de l'eau à Lady Judith. La servante regarda sa maîtresse avec confusion. J'étais confus quant à ce qui n'allait pas. J'ai remarqué que la dame n'avait pas l'air bien. La brune se tourna lentement et regarda la personne qui entrait. Confuse, elle demanda si c'était vraiment Mary Ann. La servante hocha la tête. C'était elle. Elle a demandé si la dame avait fait un rêve étrange. Elle lui conseilla de se laver le visage et après cela, son sommeil la quitterait enfin. La jeune femme se souvint que lorsqu'elle quitta le royaume de Tienne, elle ne pouvait bien sûr pas emmener sa fidèle Mary Ann avec elle. La brune y réfléchit. Elle s'est couvert la bouche avec sa main. Elle demanda à Mary Ann d'une voix étranglée quel âge elle avait maintenant. La servante regarda la dame avec surprise. Elle a admis qu'elle avait 16 ans. Elle m'a rappelé que son anniversaire venait de passer. La brune murmura avec confusion que si Mary Ann avait 16 ans, alors elle... La jeune femme ne comprenait pas comment c'était possible. La servante regarda sa maîtresse avec peur et confusion. Elle a admis que la dame lui faisait peur. Mary Ann a demandé avec enthousiasme si la dame allait bien. Peut-être aurais-tu dû appeler un médecin. La brune s'enfonça lourdement dans la chaise. Elle se sentait vivante. La jeune femme regarda son reflet. Elle reconnaissait cette fille dans le miroir. Une fille maussade, laide, faible et effrayée partout. Elle est revenue à la vie malgré tout. Judith Loribinevro, ancienne princesse. La patrie de Judith, le royaume de Tien, était autrefois célèbre pour sa richesse incalculable. L'argent et les rubis extraits dans les mines ont produit des richesses incalculables. Mais un jour, la production de coupes d'argent et de rubis a diminué. Cependant, ce mode de vie gaspilleur n'a pas disparu. Et en conséquence, le trésor royal était vide. Le père de Judy, l'ancien roi, dans une tentative désespérée de surmonter la crise, a déclenché une guerre insensée. Il était animé par un désir téméraire et vain. En conséquence, l'homme n'a subi qu'une défaite après l'autre. Il a été contraint de payer des réparations à l'État ennemi. Et ainsi de suite, encore et encore. Le frère de la jeune fille, Eland, qui monta sur le trône après son père, fut également vaincu lors de la dernière guerre dans le Sud. Le conseiller a informé Sa Majesté que des gens étaient arrivés du royaume du Sud avec des demandes de réparation. Il a précisé que s'ils ne payèrent pas de réparation, les sudistes les transformeraient en un État vassal. Sa Majesté le roi frappa la table de sa paume. Son entourage frissonna. Tout le monde regardait avec peur leur dirigeant débridé. Eland était indigné. Comment ce misérable roi du Sud ose-t-il penser à faire de son pays un vassal? L'un des présents a demandé à Sa Majesté de se calmer et de regarder le message qu'il tenait dans ses mains. Eland lança un regard noir au seigneur, arrachant brusquement l'enveloppe des mains du seigneur. Le souverain entendit le noble confus expliquer que cette lettre venait de l'empire du nord de Lothaire. Après avoir parcouru la lettre des yeux, le souverain marmonna et récita partiellement des phrases du message. S'il peut donner un prix, ils paieront des réparations pour la guerre. Soudain, l'homme s'exclama. J'étais ravi. Bien sûr, les cieux ne pouvaient pas se détourner de lui. Le prix demandé par l'impératrice était la princesse Judith, la sœur cadette d'Eland. L'offre qu'Eland accepta avec joie plongea la vie de la jeune fille dans le plus profond. La voix de la servante sortit la jeune femme de ses souvenirs douloureux. Le fidèle serviteur s'inquiétait pour la princesse Judith. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez elle.
La jeune femme a rassuré la servante en lui disant qu'elle pensait simplement à du pain blanc chaud. Mary Ann était surprise, car on le servait tous les jours au petit déjeuner. Judith leva les yeux vers la servante avec ses immenses yeux bleus, confuse. Convenue. C'est comme ça que ça s'est passé. Toutes ces choses dont la jeune fille n'osait pas rêver dans sa vie passée. De l'air pur, de la chaleur et de l'eau propre qui étanche la soif. Judith a appelé la servante. Elle a suggéré que nous mangions ensemble. Elle a expliqué que la nourriture seule était trop pour elle. Mary Ann était ravie de l'offre et embarrassée. La servante ne comprenait pas comment elle pouvait manger avec la princesse. La jeune femme a insisté. Elle a dit à la fille de s'asseoir et de manger. C'était un ordre. La servante regarda le visage de sa maîtresse. La princesse a clarifié ce qui s'était passé. Marie n'avait jamais entendu une dame dire quelque chose comme ça auparavant. La brune y réfléchit. Elle était différente à l'époque. Elle a dit que c'était une blague et espérait que la fille la comprendrait. Mary Ann hocha la tête en signe d'accord. Judith a invité la servante à s'asseoir. Elle lui a dit de commencer à manger avant que le pain ne refroidisse. La servante prit le pain et le porta à sa bouche. C'était très savoureux. La jeune fille a rappelé à la dame qu'elle devait rencontrer Sa Majesté avant le dîner. La cuillère tomba des mains soudainement affaiblies de la brune avec un grand bruit. La fille se figea sur place. Elle fixait un point avec peur. En bégayant, Judith demanda à la bonne ce qui s'était passé. Elle m'a demandé de le lui dire à nouveau. Mary Ann lui rappela que le valet de Sa Majesté était venu la veille au soir et avait dit que Sa Majesté voulait parler d'urgence à la princesse. La princesse réfléchit. La servante a demandé si la maîtresse ne se souvenait vraiment de rien. Judith répondit avec hésitation qu'elle s'en souvenait. Elle serra fermement les poings. La brune a mis un sourire sur son visage. Elle a avoué à la femme de chambre que, selon toute vraisemblance, elle aurait dû se préparer. La jeune femme plissa ses yeux bleus. Elle réalisa qu'aujourd'hui était ce jour. La servante ne savait pas ce qui se passait, mais elle dit que des gens avaient été envoyés par Lothaire à plusieurs reprises récemment. Peut-être seront-ils également présents à la rencontre entre la dame et Sa Majesté. J'ai donc décidé que je devais me préparer. Judith était assise, tendue, devant le miroir encadré de dentelle de la coiffeuse. La servante a proposé de peigner les cheveux de la maîtresse. La brune se souvenait comment, le jour de son arrivée dans l'Empire Lothaire, l'impératrice Jill VI s'était satisfaite de son apparence pitoyable. La méchante femme n'a pas caché sa moquerie. L'impératrice a qualifié la jeune fille de laide, maigre et fragile. Elle a dit que Judith avait l'air trop pathétique pour être une princesse. Sans mâcher ses mots ni faire preuve de tact, la femme a demandé si la jeune fille, ayant un tel corps, serait capable de remplir son devoir féminin à l'avenir. L'impératrice Jill VI était ravie. Couverte d'un luxueux éventail, la femme regardait son Altesse sans s'arrêter. Un petit animal fragile, pitoyable et craintif appelé princesse. Par son existence, l'impératrice voulait briser les ailes déjà brisées de François. Judith y a réfléchi. Ses yeux bleus vifs étaient couverts d'un voile de larmes. La fille a promis mentalement qu'elle leur rendrait tout. Elle va essayer de rendre à cette femme toute la douleur qu'elle a vécue. Et à ce salaud, Kraldu. Judith tendit la bouteille à la servante et lui dit de l'utiliser lorsqu'elle se peignait les cheveux. La servante a dit que la princesse n'était pas dans son état habituel. La servante a demandé à Marie si elle n'aimait vraiment pas ça. La servante a admis qu'elle était plutôt contente. Sa maîtresse semblait soudain avoir grandi. La brune n'avait qu'1 an de plus que Mary. La servante le savait. Mais j'ai remarqué que la dame était toujours si douce et fragile, comme un petit oiseau. Judith regarda son reflet dans le miroir avec un sourire. L'arrivée du chambellan fut annoncée. La femme de chambre est allée à la porte pour lui dire d'attendre. Mary a réussi de justesse à esquiver pour éviter d'être frappée au visage par la porte qui s'est ouverte. Un homme aux cheveux gris entra dans le salon pour voir son Altesse, accompagné de 2 servantes. Le chambellan parut mécontent et demanda s'ils allaient vraiment faire attendre Sa Majesté jusqu'à demain. Mary Ann a essayé de se justifier. Elle informa le chambellan que la princesse était en train de s'habiller. Elle m'a demandé d'attendre un peu, car la dame devait bientôt sortir. Le chambellan rugit d'indignation. Comment le méprisable serviteur ose-t-il le regarder avec autant d'effronterie? Marie grimaça. Des larmes brillaient dans ses yeux. L'homme s'est balancé. J'étais prêt à frapper la pauvre servante. Soudain, il entendit un cri lui ordonnant de s'arrêter. La main s'est figée dans l'air. Son Altesse Judith se leva de sa chaise. La jeune fille, avec un regard froid, dit au chambellan de lui parler. La princesse se demandait si le valet avait comparé la situation de Mary Ann à la sienne. La fille s'est rapprochée de son interlocuteur. Elle a remarqué que même si le comportement de sa femme de chambre était incorrect, Mary Ann était sa servante, pas son valet.
Les yeux de l'homme se rétrécirent avec colère. Il regarda la princesse avec surprise. Avant, elle n'osait même pas lever les yeux vers lui. Je ne comprenais pas comment elle avait osé. Le valet fit remarquer avec hauteur que la formation des domestiques était le devoir de la princesse. Il a dit d'un ton menaçant que Sa Majesté la réprimanderait certainement sévèrement. Judith répondit que si elle était responsable de l'impolitesse de la femme de chambre, alors l'impolitesse du valet ne signifiait qu'une chose. Son frère avait été négligent dans son éducation. Le valet de pied bégayait et marmonnait quelque chose, essayant de comprendre ce que son Altesse venait de dire. L'homme serra les poings de colère. Judith a demandé si le valet pouvait le répéter. L'homme se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. La fille a demandé pourquoi il n'avait pas répondu. Une goutte de sueur froide coula lentement sur la joue du valet de pied. Le valet bégaya et s'excusa. S'il l'offensait, il demandait pardon. Judith n'était pas d'accord. Le valet de pied ne comprenait pas exactement ce qu'elle voulait dire. La princesse expliqua que le valet de pied ne devait pas s'excuser auprès d'elle. Et avant Mary-Ann, elle a remarqué que la servante défendait simplement sa maîtresse. La princesse espérait que le chambellan comprenait qu'il était mal de qualifier la servante de servante méprisable. J'ai demandé à Mary-Ann de s'excuser en premier. La servante s'inclina poliment. Elle demanda pardon au chambellan. Le valet de pied, à son tour, demanda pardon à Miss Mary-Ann pour son impolitesse. Après des excuses mutuelles, Judith quitta sa chambre appelant sa femme de chambre à la suivre. La servante suivit docilement la princesse. Il y avait des murmures dans le palais, à propos de la princesse. Ils ont dit que son Altesse avait changé. Après tout, elle n'avait même pas levé la tête avant quand il y avait des gens à proximité. Judith se tenait dans le bureau spacieux devant l'immense table à laquelle son frère, le roi Eland, était assis. Dans le silence du bureau, la jeune fille se figea, attendant une conversation. Le roi resta silencieux. Rompant le silence, la brune demanda à son frère s'il l'avait appelée. Le roi haussa lentement les sourcils. Son visage exprimait une véritable surprise. Il se demandait si c'était sa sœur qui venait de dire quelque chose. Judith répondit que qui d'autre aurait pu se permettre d'appeler Sa Majesté ainsi, à part elle. L'homme demanda avec perplexité si sa sœur avait vraiment fait quelque chose de mal. Judith est venue le voir uniquement parce qu'il avait besoin de discuter de quelque chose avec elle. Soudain, elle commença à le regarder avec insolence. Son frère est-il vraiment plus inutile qu'un bâtard? N'a-t-elle pas compris sa place si elle osait se comporter ainsi? Judith comprit qu'il était inutile de continuer à traiter avec lui. Elle se tourna vers Sa Majesté. Elle a admis avoir eu connaissance de la présence de l'ambassadeur Lothaire ici. Le roi se tendit. Je n'ai pas compris où elle avait découvert ça. J'ai décidé que ce n'était pas si important. Il a demandé si la jeune fille savait que la situation de Tien s'était aggravée. Il a accusé sa sœur, disant qu'elle, une personne sans valeur, aurait dû se rendre compte que tout ce temps elle avait vécu dans le luxe uniquement grâce aux impôts que les gens payaient. L'homme a donc décidé qu'il serait tout à fait naturel que la jeune fille rembourse sa dette. Le roi se pencha en arrière sur sa chaise et sourit joyeusement. Il a admis que, heureusement, l'impératrice Lothaire était disposée à payer des réparations en son nom. En retour, elle choisit sa sœur comme épouse pour le prince Franz. La jeune fille écoutait le roi en silence et attentivement. Il a laissé échapper qu'il avait honte. La brune n'y croyait pas. Elle fronça les sourcils. Elle demanda avec doute si Sa Majesté ressentait de la honte. Le frère espérait que Judith serait au goût du prince. J'ai remarqué que ce serait bien si ma sœur avait au moins un peu de sensualité. Judith ne pensait pas que son frère était si superficiel. Elle était tellement submergée par la peur qu'elle n'a pas remarqué grand-chose. La jeune fille leva fièrement le menton et fit une remarque à Sa Majesté. Elle a dit qu'il n'aurait pas dû lui parler aussi grossièrement. Le visage d'Ilanda se tordit de rage. Il regarda sa sœur avec perplexité. Je lui ai demandé à nouveau ce qu'elle voulait dire. La brune a demandé ce qui se passerait si elle refusait. Que fera-t-il alors? Va-t-il vraiment l'attacher et la vendre comme une esclave? En regardant attentivement son frère dans les yeux, la princesse remarqua qu'avant de faire cela, elle se pendrait. Comment comptait-il alors rendre l'argent? Le roi sauta de son siège. L'homme était furieux. Il a crié que sa sœur était devenue complètement folle. Comment ose-t-elle se comporter comme ça? La brune continua ses menaces. Elle a prévenu qu'elle pourrait aussi se mettre à pleurer et se mordre la langue. Cela pourrait en effet plaire à Lothaire. Le roi s'en prit à sa sœur. Il a crié qu'elle avait une sale bouche. La brune se tenait juste devant l'homme en colère, le menton levé fièrement. Le jeune homme est venu à l'appel. L'impératrice annonça qu'elle lui avait acheté une femme. Le prince français François se tenait figé devant le trône. La femme lui a demandé s'il connaissait la princesse du royaume de Tien.
Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles cette princesse était pathétique et pleurait constamment. L'impératrice, d'un air satisfait, dit que la jeune fille n'avait ni capacité ni force. J'ai remarqué que, d'une certaine manière, ils étaient tous les deux très similaires. Elle a dit avec moquerie qu'ils auraient pu former un couple idéal. J'ai remarqué qu'ils étaient simplement faits l'un pour l'autre. La femme décida que le prince, en tant que futur époux de Judith, devrait lui-même prendre sa fiancée. Je lui ai demandé s'il pensait la même chose. Le jeune homme resta silencieux. L'impératrice, avec un sourire, souhaita au prince Franz un bon voyage. Mary-Anne demanda avec peur ce qui était arrivé au visage de la dame. La princesse n'avait plus le temps pour ça maintenant. Vous devez appliquer rapidement une compresse froide. La brune pensait que comparée au tourment de l'emprisonnement, cette gifle n'était rien. Elle se souvenait de la façon dont son frère s'agitait, l'appelant par un nom qu'il ne prononçait jamais. Comme s'il allait bientôt mourir. En le regardant, Judith ne regrettait pas du tout la gifle. La brune comprit que ce n'était que le début. Elle se tourna vers Mary-Anne avec une demande. La servante expliqua ce que voulait dire Lady Judith. La princesse demanda à sa servante de l'accompagner auprès de l'autel. Des larmes apparurent dans les yeux de la fille. Elle regarda sa maîtresse avec confusion. Judith comprit que la patrie de la servante était tien, et que sa famille était ici, mais... La princesse prit les mains de la servante dans les siennes. La brune comprenait parfaitement qu'elle avait besoin de Mary-Anne. En Lothaire, elle ne pouvait faire confiance à personne. La princesse savait que la plupart des gens de Lothar lui étaient hostiles. Je me souvenais des intrigues constantes, des brimades mineures et majeures. Et ce n'est que plus tard que la fille a rencontré Sheran. Des larmes brûlantes coulaient des yeux de la princesse à cause de souvenirs difficiles. La servante a demandé à la dame, effrayée, pourquoi elle pleurait. Elle a rapidement donné son consentement. Elle a dit que bien sûr, elle irait avec elle. Elle a demandé à la dame de ne pas pleurer. La servante appliqua une compresse sur la joue de la dame. La princesse a dit que cela ne durerait pas longtemps. Elle a promis qu'elle la renverrait certainement chez elle en premier. Je pensais que ce n'était pas à Tien. Elle a demandé à ne pas retourner à Tien. Elle a promis de s'assurer que Mary-Anne s'installe dans un endroit paisible. La princesse tenait la servante par les mains. Elle a demandé à la jeune fille de passer quelques années avec elle. Mary-Anne sourit chaleureusement. La jeune fille a été touchée par la confiance de la dame. Elle répondit que qui, sinon elle, pourrait accompagner la princesse jusqu'à ce lointain Lothaire. La servante a promis qu'elle irait avec sa maîtresse où elle le voudrait. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter et d'arrêter de pleurer. Judith sourit avec reconnaissance à sa fidèle servante. Dans la cour, des valets de pied emballèrent méthodiquement les affaires et transportèrent les cartons. L'un d'eux a demandé pourquoi il y avait si peu de bagages. C'était cette même princesse. Son Altesse s'est précipitée dans la rue. Elle portait sa robe à l'ancienne. La jeune fille comprit que ce n'était pas un adieu sincère. Mais tout allait bien parce qu'elle n'était pas seule. Un vent léger ébouriffait ses cheveux et jouait avec l'ourlet de sa robe. Judith partait enfin. La brune ferma les yeux. Elle allait voir les gens qui lui manquaient. Et pas seulement ça. Plusieurs épisodes lui sont revenus en mémoire. De terribles souvenirs revinrent à l'esprit de Judith. Elle allait au plus profond de l'enfer. La fille se souvenait du jour où elle avait rencontré Franz pour la première fois. À ce moment-là, en apprenant qu'elle était envoyée seule en guise de tribut, elle pleurait sans cesse. C'est peut-être pour cela que Judith n'a rien ressenti d'étrange lorsque le prince s'est présenté lui-même pour rencontrer la mariée vendue. Ce seul fait permettait de comprendre comment il était traité. Mais la princesse n'avait pas l'occasion d'y penser à ce moment-là. La peur dévorait la perspicacité de Judith. Sous l'oppression de la peur, une personne est incapable de penser. Et si vous ne pouvez pas réfléchir, alors vous serez certainement mangé. C'était la leçon la plus importante que la princesse avait apprise de sa vie passée. Il était impossible de céder à la peur. Si elle cède à la peur et cesse de penser, elle mourra sans même essayer de résister. Mary-Anne a donné une couverture à la princesse. La fille craignait que la dame ait froid. En chemin, la servante n'aura pas l'occasion de s'occuper de la maîtresse. Judith ordonna qu'on lui dise si la servante était mal à l'aise pendant le voyage. La femme de chambre a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle était plus inquiète pour la dame. La brune a avoué à Mary qu'elle ne ressentait plus le mal des transports. La servante se figea en regardant la voiture qui entrait dans les portes du château. Mary-Anne ne pensait pas que c'était quelque chose qui pouvait changer avec l'âge. La servante remarqua que c'était la voiture de Lothaire. Cela ne ressemble pas du tout à la voiture de Tien. La princesse savait que chez Lothaire on n'aimait pas les décorations inutiles. La servante fut surprise que la dame en sache autant sur Lothaire. Mais c'était l'endroit où Judith devrait vivre. J'ai donc fait quelques recherches sur lui. Un jeune homme est sorti de la voiture. Judith regarda le gars avec intérêt.
J'ai été surpris que cet homme ne soit pas le secrétaire du duc Bergy. La famille du duc Bergy, c'est la famille de la défunte impératrice, mère biologique de François. C'était la seule famille qui soutenait le prince Franz. Le duc Bergy était le seul homme de Lothaire capable de tenir tête à l'impératrice. Mais, dans une vie antérieure, il fut faussement accusé d'avoir rendu Franz fou. Ensuite, toute la famille a été injustement exécutée. La jeune fille comprit qu'elle devait empêcher sa mort pour se venger. Ce fut le début de la prévention de la folie de Franz. Le jeune homme se tourna vers son Altesse. Il lui a demandé de monter dans la voiture. Le secrétaire tendit galamment la main et aida la princesse à monter dans la voiture. Le garçon se tourna vers le prince. Il a dit qu'il suivrait dans une autre voiture. S'il arrive quelque chose, il a promis de s'occuper de tout. Il m'a demandé de ne pas m'inquiéter. La brune se souvint qu'au retour, ils avaient été attaqués par des voleurs. Mais le prince n'a même pas essayé de la sauver. Lors de l'attaque, une flèche a été projetée dans la voiture. On entendit un bruit de verre brisé. La brune se pencha, couvrant sa tête avec ses mains. Maintenant, la jeune fille se demandait comment elle avait pu ne pas remarquer le manque de volonté de vivre du prince. Elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle est retournée dans le passé. Des larmes coulaient des yeux de la brune. À une époque où Judith ne savait rien, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait personne sur qui compter. À partir de ce moment-là, elle eut peur de Franz. Elle sentit un frisson la parcourir lorsqu'elle fut près de lui. Et même le devoir conjugal était une torture pour la princesse. Mais lorsque la folie la saisit dans la tour, elle l'appela. Et le prince répondit à son appel. Franz n'a pas dit un mot sur le fait de lui faire confiance. Mais il est quand même venu vers elle. L'homme qui était autrefois son mari. Un mari avec lequel elle ne partageait ni amour ni intimité. Cet homme était la seule paille à laquelle la princesse pouvait s'accrocher. Franz Jedkeyer. La brune s'adressa au prince par son nom. Elle comprit que désormais ses souvenirs ne restaient qu'avec elle. Mais elle le fera certainement empereur. La fille a dit qu'il se voyait pour la première fois. Elle s'est présentée. Elle a dit que son nom était Judith Lorebinévro. Les yeux enfoncés mais pénétrants étaient comme un feu nouvellement allumé. Les cheveux et les sourcils gracieux. Était-il vraiment comme ça? La princesse a admis qu'elle était curieuse de savoir à quoi il ressemblait. Mais maintenant qu'elle le voyait, le prince ne la laissa pas finir. J'ai interrompu la fille au milieu d'une phrase. Le jeune homme a dit qu'il avait entendu quelque chose. Judith l'encouragea, attendant qu'il en dise davantage. Franz entendit que la brune était une femme de peu de mots. Mais il semble que ce n'était pas faux. La fille lui a demandé s'il avait entendu parler d'autre chose à son sujet. Le prince sourit. Il a dit qu'il avait tellement entendu de choses qu'il ne pourrait jamais les oublier. Maintenant, Judith en était sûre. L'impératrice l'insulta, essayant d'humilier François. À ce moment-là, même si la brune le savait, elle ne pouvait rien faire. La princesse pensait que cet homme devait la détester. Elle a exprimé ses soupçons selon lesquels sa note n'était pas très bonne. J'ai compris qu'il était impossible de ne pas le détester. Elle demanda au prince ce qu'il avait entendu dire à son sujet. La France lui a demandé si elle était vraiment intéressée. La fille a confirmé. Le prince a admis que cela pourrait être un peu décevant. La brune sourit. Elle a demandé si le prince pensait vraiment à ses sentiments. Franz a admis qu'il ne savait pas comment consoler les femmes en pleurs. Judith regarda attentivement son interlocuteur. Souriante, la jeune fille attira son attention sur le fait qu'elle ne pleurait pas. Franz a entendu dire que la fille était timide et bégayait. Judith a admis que la timidité et le bégaiement appartenaient au passé. Ce n'étaient pas des choses très agréables. Même si elle ne peut pas devenir l'épouse idéale du prince, elle a promis de ne pas devenir une épouse à problème. Judith lui a assuré qu'elle l'aiderait sincèrement jusqu'à ce qu'il devienne empereur. Car, dès le début, montrer Franz assis sur le trône de la ville aurait été la meilleure des vengeances. Le jeune homme remarqua que la princesse disait des choses étranges. La fille n'était pas d'accord avec lui. Je lui ai demandé s'il trouvait vraiment cela étrange. Il semblait au prince que la jeune fille parlait comme si elle savait tout. Judy sourit à cette remarque. Elle avait aussi des oreilles. Rien ne pouvait l'empêcher d'être au courant des rumeurs. En écoutant les rumeurs, on pourrait facilement imaginer toutes les décorations. Franz y réfléchit lorsqu'il entendit ces mots. J'ai remarqué que cela signifiait qu'elle pouvait être indifférente même si elle savait tout. Le gars a demandé si la fille ressentait de la pitié pour lui. Ou alors elle sympathisait avec lui à cause de son manque d'argent. Tout était-il aussi misérable qu'elle l'avait prévu d'après toutes les rumeurs? Judith regarda le prince. Elle a demandé à son Altesse si elle avait dit quelque chose de mal. La princesse n'osait pas le plaindre. Franz a rapporté que si elle ne le regrettait pas, alors tout était encore plus étrange. L'endroit vers lequel ils se dirigèrent maintenant était un repère de vipères. Cela peut paraître un peu dur, mais c'était vrai.
La jeune fille a compris qu'il fallait éviter de compliquer la relation avec Franz pour mettre en œuvre le plan. Judith a admis qu'elle était désormais prête à entrer dans cet endroit. J'ai remarqué que le prince était toujours en vie là-bas. Les arbres flottaient lentement devant les fenêtres de la voiture. Leur route traversait la forêt. La brune ferma les yeux. Je pensais qu'elle était une personne forte. Quelles que soient les épreuves auxquelles ils étaient confrontés, la princesse leur proposait de les surmonter ensemble. Et avance. Judith voulait juste ces mots. Le prince fut surpris par les bêtises qu'elle disait. La fille n'était pas d'accord avec lui. Elle a dit qu'il devait absolument rester ferme. On aurait pu penser qu'elle n'était pas assez forte, mais Judith a demandé au prince de se rappeler qu'elle l'aiderait quoi qu'il arrive. La brune a insisté pour qu'on s'en souvienne quoi qu'il arrive. Le prince regarda son interlocuteur avec étonnement. De façon inattendue, Judith tendit la main vers le gars. Elle avait entendu dire qu'à Lothaire, des amis proches qui se faisaient confiance échangeaient des salutations de cette manière. Franz doutait qu'ils soient amis. La brune a demandé s'ils ne pouvaient pas devenir amis même s'ils étaient mariés. Même s'ils n'étaient pas un couple typique, tout allait bien. Même si elle n'est qu'une princesse titrée, cela ne la dérangera pas. Le prince réfléchit. Je me demandais si Judith pensait que cela avait un sens. La princesse a confirmé que si Franz lui prenait la main, ils deviendraient amis avant de devenir un couple. Ils se traiteront mutuellement avec confiance. L'interlocuteur est resté silencieux. Judith baissa la tête. J'ai commencé à penser qu'il était peut-être encore trop tôt. De façon inattendue, Franz tendit la main vers la fille. Ils joignirent leurs mains dans une poignée de main, se regardant dans les yeux. Le soleil couchant peignait le ciel de tons ardents. L'une après l'autre, les voitures avançaient sur la route forestière. Le soleil couchant illuminait le chemin à travers les branches des arbres. Environ une demi-journée s'était écoulée depuis le départ de Judith. Malgré son retour à temps, la jeune fille se sentait encore faible. Iland intimidait la fille chaque fois qu'il trouvait une raison. Il a affirmé que sa sœur ne ressemblait même pas à une dame. Il a dit que sa sœur ne faisait que manger et dépenser de l'argent. Il l'a qualifiée d'absolument inutile et sans valeur. Judith pensait qu'elle entendrait moins souvent ce genre de choses si elle perdait du poids. Mais la même chose attendait Lothaire, le brun. Parmi les dames, comparables seulement aux boutons de fleur en fleur, il lui semblait qu'elle seule était laide. Et cela n'a fait qu'augmenter la pression. Marie a essayé de nourrir sa maîtresse. La brune a essayé de se débarrasser de cette habitude et a délibérément mangé davantage. Maintenant, assise dans la voiture à côté de Franz, la fille se sentait nauséeuse. Elle se sentait mal à l'aise. Judith aimerait sortir de la voiture et se reposer un peu. Mais s'ils s'arrêtèrent là, le prince penserait probablement qu'elle causait des désagréments à tout le monde. Judy aimerait vraiment être amie avec le prince. Mais la jeune fille doutait fort qu'il la croie. Maintenant, Franz était laissé seul, sans support. Et le gars ne pouvait compter sur personne. Franz n'avait personne avec qui partager ses expériences. Il était coincé dans un cercle vicieux d'auto-isolement, ceux qui ne faisaient qu'accroître son anxiété. Pour gagner sa confiance, il fallait agir progressivement. Il fallait commencer par de petites choses pour qu'il commence à faire au moins un peu confiance à Judith. Soudain, la voiture sursauta sur place et s'arrêta. La fille laissa échapper un halètement effrayé. Judy regarda autour d'elle avec confusion. Franz rigola doucement. Sans regarder son compagnon, il dit qu'il ferait un arrêt. La voiture s'est arrêtée au milieu de la forêt. Une servante courut vers la princesse. La fille était bouleversée quand elle a vu sa maîtresse. Mary-Ann était déprimée par la couleur du visage de sa dame. Elle versa de l'eau d'une bouteille et offrit un petit verre à la princesse. Judith prit quelques gorgées. La femme de chambre a suggéré d'aller se promener et de prendre l'air frais. Les filles s'éloignèrent de la voiture. Il faisait un peu froid dans la forêt. Judith attira l'attention de la servante sur les hommes qui se tenaient à distance. Elle a mis l'accent sur la secrétaire. Marie regarda attentivement le jeune homme. Elle a demandé à la dame ce qu'elle voulait lui dire. Judith a demandé à la servante de venir le voir et de savoir pourquoi il avait arrêté la voiture. La femme de chambre était surprise. Est-ce vraiment lui qui a arrêté l'équipage? La brune a confirmé. Elle a demandé à savoir si quelque chose s'était passé. Marie était d'accord. Elle a demandé à la dame d'attendre un peu. Judith regarda Franz qui se tenait à distance. Elle a vu son dos plusieurs fois. Et chaque fois que je le voyais comme ça, j'avais envie d'aller vers lui et de lui parler. La princesse a essayé. Mais comme Franz était indifférent et qu'elle avait peur de lui, ils ne purent établir un dialogue. Après cela, la brune fit semblant de ne pas le remarquer. Et j'ai essayé de l'éviter. Mais s'ils avaient eu un dialogue à ce moment-là, peut-être auraient-ils pu vivre plus heureux. Judith pensait tristement que tout cela était inutile. C'était une fille timide et faible qui avait peur de son mari.
Et il y avait un garçon qui ne savait pas quoi faire de sa faible femme, et dont le regard se perdait de plus en plus. Jen était mort. La solitude de Judith fut interrompue par l'arrivée d'une servante. La mère Anne a parlé à la dame de la confession du secrétaire. Lui-même ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Le duc a dit que nous devrions demander au prince. La servante suggéra à la dame de ne pas demander elle-même à Franz. La brune était déconcertée. La servante leur a rappelé qu'ils deviendraient mari et femme. Elle a demandé si la princesse avait peur qu'il ne réponde pas à une telle question. Judith prit son courage à deux mains. Elle s'est approchée de son Altesse. Elle a admis qu'elle voulait lui demander quelque chose. Franz regarda silencieusement son compagnon. La princesse lui demanda pourquoi il avait ordonné d'arrêter la voiture. Le jeune homme était surpris que son interlocuteur ne sache vraiment pas pourquoi il faisait ça. Je soupçonnais que cela pouvait être une sorte de piège. Judith ne comprenait pas de quel genre de piège il s'agissait. Franz a continué en disant qu'il considérait cela comme un piège, tout comme le fait qu'elle lui tende la main. La brune regarda le prince avec surprise. J'ai demandé pourquoi Franz pensait que c'était un piège. Le jeune homme l'interrompit. Il a dit qu'elle n'aurait probablement pas pu inventer une telle astuce toute seule. Il est fort probable que quelqu'un lui ait appris cela. Judith pensait que c'était un malentendu. Malgré le manque de confiance, elle espérait que ce serait au moins un premier pas tolérable. Franz a admis que s'il avait tout laissé tel quel, la princesse aurait vomi sur sa robe. C'est pourquoi il a ordonné d'arrêter. Le jeune homme a dit que si Judith faisait délibérément semblant d'être malade pour attirer son attention, alors elle n'aurait pas dû le faire. La princesse comprit que ses yeux étaient pleins de tristesse. Tout au fond, il y avait de la haine qui se cachait. Mais maintenant, elle savait que ses sentiments n'étaient pas dirigés contre elle. La brune sourit doucement. Elle remarqua qu'à la fin, le prince s'inquiétait pour elle. Franz sourit méchamment. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle venait de dire. La brune lui demanda s'il n'avait pas arrêté la voiture à cause de son état. La fille pensait donc qu'il s'inquiétait pour elle. Le jeune homme voulait s'opposer à quelque chose. La fille se leva rapidement et fit une révérence. La brune remercia sincèrement Franz. Le prince expira brusquement. Il a dit que lorsqu'ils étaient dans le palais de l'impératrice, il n'aurait pas dû s'incliner devant elle comme ça. Judith fixait son interlocuteur avec perplexité. Les serviteurs se figèrent, regardant le prince tomber à genoux devant la brune. Il lui a montré comment elle devrait s'agenouiller lors de la première audience. Il fallait absolument cacher ses mains sous sa robe pour qu'elles ne soient pas visibles. Vous devez baisser la tête et rester dans cette position jusqu'à ce que la fille reçoive la permission de se lever. La brune haleta. Elle a dit qu'elle comprenait le prince. Je lui ai demandé de se lever rapidement. Le prince Franz se releva de ses genoux. J'ai remarqué qu'une fille ne devrait pas s'attendre à des éloges pour avoir respecté l'étiquette. Judith était d'accord avec son interlocuteur. Elle a promis qu'elle essaierait de tout faire correctement. Judith avait l'air très fragile. Franz se demandait si un tel homme pourrait supporter l'impératrice. Dans ce pays étranger, la princesse n'aura personne sur qui compter et personne en qui avoir confiance, à part lui. Le prince avait du mal à se défendre, et encore moins à défendre Judith. Si elle était vraiment aussi intelligente qu'elle le paraissait à première vue, alors même si elle le coulait, Franz était sûr que cela impressionnerait l'impératrice. Si nécessaire, Franz peut se sacrifier, parce qu'il croyait que ce serait beaucoup plus facile que de traîner une existence misérable dans l'ombre de l'impératrice. Judith regarda par la fenêtre avec fatigue. Bientôt disponible. La fille ne se souvenait pas exactement où ils avaient été attaqués car elle pleurait la dernière fois. La brune savait seulement qu'elle n'était pas loin du fameux bol appelé la Forêt Noire. Heureusement, personne n'a été tué dans l'attaque. Alors Judith n'était pas inquiète, mais la brune comprit qu'elle devait s'occuper de Franz. Après tout, c'est lui qui a le plus souffert lors de l'attaque. Puis la flèche transperça le corps du prince. La fille a compris qu'il fallait empêcher ce qui s'était passé la dernière fois. La princesse regarda son reflet dans la vitre du carrosse. Elle s'inquiétait de ce qui se passerait si, même après avoir fait tout son possible, elle ne pouvait rien changer. Judith ferma les yeux. Et si c'était l'inverse? Arrêter les pensées stupides. On ne pouvait pas permettre que cela arrive. Il était impossible d'y penser. Les jeunes étaient assis l'un en face de l'autre dans la voiture. La fille pensait à quel point tout cela était étrange. Soudain, il sembla à la princesse que Franz, en la regardant dans les yeux, était capable de lire dans ses pensées. Soudain, les chevaux hennirent et la voiture fit un soubresaut. La fille réalisa que tout allait arriver. Ils ont été attaqués. Judith se précipita sur le prince. Elle m'a attrapée par les épaules. Elle a demandé à son Altesse de se pencher. Les serviteurs dans la rue criaient qu'il fallait protéger le prince Franz et la princesse. Les hommes ont dégainé leurs épées et étaient prêts à se battre.
La vitre de la voiture s'est brisée avec un bruit métallique, et des éclats tranchants ont volé sur les jeunes. Franz se leva de toute sa hauteur, retira son manteau de ses épaules et en couvrit la princesse. Judith a crié que c'était dangereux pour lui de grimper comme ça. Le jeune homme était très déterminé. Il a dégainé son épée. Le prince était prêt à se défendre. D'un coup de pied sec, il ouvrit la porte de la voiture. L'un des assaillants courait déjà rapidement vers lui. Le prince était un excellent utilisateur d'armes. Judith entendit le tintement des lames et les cris de bataille. La brune pensait avec crainte que le prince défendait désormais la voiture des assaillants. Le jeune homme se tenait figé avec son arme au-dessus de l'ennemi tombé. Judith vit le danger et prévint le prince. Franz continua la bataille. Les bandits qui regardèrent cela étaient choqués. Leur attaque a échoué. Les serviteurs du prince ont également combattu les assaillants. Soudain, les gardes ont remarqué que les bandits commençaient à battre en retraite. Le secrétaire s'approcha de son maître. « J'ai découvert si le prince était blessé. » Franz a répondu qu'il allait bien. Il a demandé à prendre soin de la princesse. Le secrétaire Bergy a demandé à son Altesse si elle avait été blessée. La brune a rapporté qu'elle allait bien. Elle n'a pas été blessée. Un fidèle serviteur remarqua une coupure sur la joue du prince. J'ai crié de peur parce qu'il y avait du sang sur le visage de Franz. Le prince rassura le secrétaire. Il a dit que c'était juste une égratignure. Il a demandé s'il y avait des blessés ou des tués parmi les soldats. Le domestique a rapporté qu'il n'y avait eu ni tués ni blessés graves. Le prince leur ordonna de partir dès qu'ils seraient prêts. Le duc Bergy était d'accord avec le gentleman. La princesse a demandé au secrétaire des nouvelles de Mary-Anne. À propos de l'enfant qu'elle a amené, tout s'est bien passé? Le serviteur répondit que tout le monde était sain et sauf. La fille a mis sa main sur sa poitrine. Elle poussa un soupir de soulagement. Elle murmura des mots de gratitude au Tout-Puissant. Les jeunes gens se retrouvèrent à nouveau seuls dans la voiture. Le prince regarda attentivement son compagnon. La brune remarqua que le sang du prince s'était arrêté. Elle lui a tendu un mouchoir. Franz ignora la remarque de la fille. Il lui a demandé comment elle savait qu'il y aurait une attaque et lui a donc dit de se baisser. Judith baissa les yeux. Elle a admis que si la voiture s'était renversée, cela aurait été un grand désastre. S'adressant avec précaution à son interlocuteur, la jeune fille essuya le sang de sa joue avec un mouchoir. Il fallait d'abord arrêter le saignement. Le prince attrapa soudain la brune par la main. Il n'a permis à personne de le toucher. Éville murmura entre ses dents qu'il voulait savoir comment la fille avait découvert l'attaque. Judith répondit qu'elle n'avait aucun moyen de le savoir. « J'ai simplement décidé que la sécurité du prince était primordiale pour le moment. » Le jeune homme regarda attentivement son compagnon. Il lui semblait qu'elle ne mentait pas. Mais il soupçonnait que Judith ne disait pas toute la vérité. Je me demandais ce qu'elle cachait. Si la fille était au courant de l'attaque, alors elle était de mèche. Mais cela était incompatible avec ses actions visant à le protéger. Ces pensées furent interrompues par la voix calme de Judith. Il a continué à serrer le poignet de la fille. La brune a demandé au prince de lâcher sa main. La fille s'est approchée du prince. Avec des mouvements prudents, elle commença à essuyer la plaie saignante sur sa joue. Heureusement, la blessure n'était pas profonde. Mais les fragments de bois auraient pu laisser des cicatrices. Judith insista pour que le prince applique la pommade dès leur arrivée au palais. Après avoir donné les premiers soins au prince, la jeune fille s'assit à sa place. Elle froissa nerveusement le mouchoir ensanglanté dans ses mains. La princesse comprit que, cette fois, c'était Franz qui la protégeait. C'était très différent de la dernière fois. Le palais royal de Lothaire était magnifique. Ces murs de pierre blanc comme neige étaient lavés par une pluie froide. De lourdes gouttes s'écrasaient contre les vitraux. Judith se demandait ce que Franz faisait maintenant. Il semblait que la blessure au visage était assez grave. La princesse espérait qu'il recevrait un bon traitement. La femme en robe sombre dit que de cette façon, Sa Majesté ne pourrait pas saluer Judith à cause de sa maladie. La princesse n'écouta pas très attentivement ce que disait la dame. La fille pensait à ses propres affaires. Tout était comme ça. L'empereur Lothaire n'avait pas retrouvé la raison depuis plusieurs années. Grâce à cela, l'impératrice s'empara du pouvoir absolu. Madame expliqua que dans ce cas, seule l'impératrice pourrait saluer la princesse. Je lui ai recommandé de se mettre en ordre. Elle a dit que l'impératrice aimerait voir une princesse soignée et élégante. La brune se tourna vers la dame. Est-ce qu'elle se souvenait bien que son nom était Helena? La femme a confirmé. À en juger par le fait qu'Helena soit venue en personne, elle était la personne la plus dévouée à l'impératrice. La brune a demandé à la femme de lui dire de quoi elle aurait dû avoir peur. Judith se souvenait que la dernière fois que cette femme avait dit qu'elle était une enfant qui ne pouvait que pleurer. Helena a dit que l'impératrice était une femme miséricordieuse. Donc la fille doit juste être polie. La réponse n'était pas différente de la vie passée de Judith. Rien n'a changé.
La princesse le remercia poliment pour le conseil. Marianne a fini de préparer la princesse pour son audience avec l'impératrice. Je me demandais si cela valait la peine d'ajouter d'autres décorations. Judith répondit que cela suffisait. J'ai remercié la fidèle servante pour ses efforts. Mary Ann était d'accord avec la dame. Si vous en ajoutez davantage, il se pourrait que la princesse ait un teint malsain. C'était comme si elle ne pouvait pas avoir assez d'air. Helena toussa bruyamment, rappelant à tout le monde sa présence. La princesse dit à Mary Ann qu'il était temps pour elle de partir. La fille a demandé à la dame de prendre soin d'elle-même. 2 femmes marchèrent dans le couloir du château. Helena a dit que, si elle se souvenait bien, il n'y avait pas de système de classe prononcé à tien. La femme nous a rappelé la hiérarchie. La princesse était la prochaine noblesse après l'impératrice. Helena a fait remarquer que ce serait certainement une honte si ceux qui l'entouraient voyaient avec quelle désinvolture Judith communiquait avec la servante. La brune regarda la femme qui l'accompagnait. Elle a admis que Mary Ann avait toujours été sa fidèle assistante à Tienne. L'interlocuteur a objecté. Peut-être qu'à Tienne ça irait. Mais l'impératrice n'aimait pas que des gens de basse origine traversent les frontières. La princesse s'arrêta et regarda son interlocuteur. « J'ai été surpris. Madame n'a-t-elle pas dit que l'impératrice était une femme miséricordieuse ?» La jeune femme le remercia pour son inquiétude. Elle a dit qu'elle était capable de résoudre ce problème par elle-même. C'était complètement différent de ce qu'elle avait entendu. Il était impossible que l'impératrice ne le sache pas. Helena regarda la princesse avec mécontentement. Elle s'en fichait. À la fin, elle tombera encore à genoux devant l'impératrice et pleurera. La brune pensait que maintenant qu'Helena était au courant, ce n'était qu'une question de temps avant que cette fidèle servante ne le rapporte à l'impératrice. La jeune fille décida qu'elle tournerait le regard de l'impératrice vers elle-même, et ainsi donner un peu de répit à Franz. Son plan approximatif était de donner au premier prince l'occasion d'affronter l'impératrice. Helena désigna la porte avec des motifs sculptés. J'ai remarqué que les appartements de l'impératrice étaient en face de Judith. La fille se figea d'impatience. Enfin, ils se reverront. C'était la femme dont la brune, même si elle la tuait, ne pourrait pas étancher sa soif de vengeance. Helena demanda à l'une des servantes de signaler à l'impératrice que la princesse souhaitait la saluer. L'horloge indiquait midi moins le quart. La brune se figea, attendant la suite des événements. Helena regardait la princesse, les yeux de côté. La fille s'est rendue compte qu'il voulait refaire le même tour. Judith était excitée. Elle porta sa main à sa bouche. La fille se souvenait comment elle avait fondu en larmes à ce moment-là. Et comme en réponse à cela, la porte s'ouvrit. La princesse souffrit beaucoup parce qu'elle osait pleurer dès la première salutation. Maintenant, Judith était sûre qu'il ne verrait pas une seule larme versée par elle. Helena remarqua avec surprise que, très probablement, la fille n'allait pas pleurer. De façon inattendue, la princesse a été autorisée à passer. On a dit à la jeune fille que depuis l'entrée des chambres jusqu'aux chambres de l'impératrice, la princesse devait passer par 4 portes supplémentaires. La taille des chambres à elle seule, plus spacieuse et plus complexe que le Poki où résidait habituellement l'empereur, était une indication de l'influence de la reine. Helena se tourna vers Sa Majesté. Elle a dit que la princesse voulait la saluer. La brune remarqua que, comme auparavant, ce visage arrogant était plein de malice venimeuse. Judith était heureuse que l'impératrice n'ait pas changé. La brune baissa les yeux. Il a été annoncé que Judith Lorebi-Nevro avait salué l'estimée impératrice. La jeune fille souleva l'ourlet de sa robe et s'inclina profondément et respectueusement. C'était l'étiquette impeccable de Lothaire. L'impératrice se tourna vers Helena. « J'ai remarqué qu'il faisait un peu étouffant dans sa chambre aujourd'hui. J'ai demandé à la marquise de chercher quelque chose de rafraîchissant avant qu'il ne fasse trop chaud. » La femme partit docilement. L'impératrice s'éventa lentement avec un éventail ouvert. J'ai remarqué que ce n'était que le début de l'été. Et il faisait déjà si chaud. La brune continua à faire une profonde révérence. Soudain, Judith entendit la permission de l'impératrice de se lever. La femme a demandé si Judith était blessée. On lui a dit qu'ils avaient été attaqués par des voleurs sur le chemin. Judith a remercié les accompagnateurs qui ont fait leur travail à la perfection. Donc, aucun incident ne s'est produit qui mériterait de nous inquiéter. L'impératrice rapporta que François avait une blessure au visage. J'ai demandé si le gars avait été blessé en protégeant la fille. La brune n'était pas pressée de répondre. La marquise la pressa. Elle m'a ordonné d'être honnête. Elle m'a rappelé que Sa Majesté lui avait posé une question. Judith a admis que le prince était simplement resté assis tranquillement. Soudain, elle se couvrit le visage avec ses mains. Elle a dit que Franz croyait peut-être à l'habileté des chevaliers. Mais la jeune fille ne s'attendait pas à ce que, dans une telle situation, il ne prenne même pas l'épée dans ses mains. L'impératrice fut satisfaite de la réponse. Elle a dit que tout était clair pour elle.
Depuis son enfance, le prince n'était pas doué en escrime. Il a donc dû avoir peur. La brune était surprise. Il était également le prince héritier de tout un royaume. Se pourrait-il que le prince ne sache vraiment pas manier l'escrime? L'impératrice rit. Un sourire narquois apparut sur son visage. Elle a demandé à nouveau pourquoi la jeune fille parlait de lui comme du prince héritier. Judith entendit que le prince était le fils aîné de l'empereur. Elle a demandé à la femme s'il n'était pas le prince héritier. L'impératrice répondit que peut-être parce que Judith avait grandi à Tian, elle ne savait pas grand-chose. Fronçant les sourcils tristement, la femme révéla que le trône du prince héritier de Lothaire était vide. J'ai remarqué que dans ce palais royal, un seul mot de travers pouvait vous coûter la tête. Elle conseilla donc à la princesse d'être plus prudente. Le prince héritier pourrait être appelé soit le premier fils de l'empereur, soit le successeur qui peut prendre le trône. L'impératrice, ayant décidé de faire de Kralda l'unique prince héritier, fit pression sur les nobles. C'est pourquoi Franz n'a pas encore reçu le titre de prince héritier. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles plusieurs tentatives avaient été faites pour tuer le jeune Franz. La brune y réfléchit. Elle a appelé le jeune homme prince héritier devant l'impératrice. Il n'est pas étonnant qu'elle ait réagi de cette façon. La femme grimaça comme si elle souffrait. Elle porta sa main à sa tempe. Elle a dit qu'elle était fatiguée. La brune a demandé pardon à sa majesté. Elle voulait dire autre chose, mais la femme l'a interrompue. Elle a dit que c'était suffisant. Elle m'a ordonné de sortir d'ici. L'impératrice ajouta qu'à partir de maintenant, elle enseignerait elle-même à Judith. La fille n'avait donc pas à s'inquiéter. La princesse quitta dignement les luxueuses chambres de l'impératrice. J'ai décidé que tout allait bien au début. Après avoir dit ce que l'impératrice détestait le plus, la brune espérait que les brimades envers Franz diminueraient. La brune pensait qu'elle devait élaborer un plan rapidement. Elle n'avait pas beaucoup de temps. La jeune fille comprit parfaitement que maintenant tout commençait pour de bon. La princesse fut tirée de ses tristes pensées par un mouvement brusque et inattendu, près d'une des colonnes blanches comme neige du couloir. La brune voulait s'excuser. Une main masculine forte saisit effrontément la taille fine de la princesse. Judith remarqua le regard perçant. Le jeune homme effronté a admis qu'il était devenu très curieux de savoir qui se promenait si négligemment dans le palais de sa mère. Le blond se pencha vers la fille. Il a dit qu'il reconnaissait la fiancée de son frère aîné. L'impudent garçon aux yeux bleus regarda attentivement la fille. Un sourire méprisant à peine perceptible gâchait son beau visage. Le jeune homme sourit. J'ai demandé pourquoi la fille tremblait autant. Si quelqu'un les voyait, il penserait qu'il allait lui faire quelque chose. Judith tremblait de peur. La fille se sentait malade. La brune ne comprenait pas comment elle pouvait oublier. La princesse regarda avec effroi ce visage qui lui était terrible. C'est lui qui a ruiné sa vie. Krald Jedekayer. Dans sa vie passée, il est entré secrètement dans la chambre de la princesse, où il n'y avait pas âme qui vive, et a commis un acte éhonté. Une servante qui passait par là rapporta cela à l'impératrice. Et la femme rejeta toute la faute sur la princesse. La terrible calomnie selon laquelle la femme du prince aîné fou aurait tenté de séduire son jeune frère pour le mettre au lit a hanté Judith jusqu'à sa mort. La brune le tuerait volontiers sur le champ. Mais la jeune fille comprit que ce n'était pas le moment. Elle serra le poing avec une force incroyable. Judith s'inclina légèrement et avoua au second prince de Lothaire qu'elle ne le reconnaissait pas immédiatement. Le blond sourit. Il a dit qu'elle n'aurait pas dû être aussi formelle. Après tout, ils étaient désormais une famille. Judith remercia son interlocuteur pour ses paroles avec retenue. Le blond pensait que la princesse ne ferait que pleurer et ramper à genoux, mais elle s'est avérée être pas ce à quoi il s'attendait. Krald rêvait que ce serait idéal si son visage était, après tout, plus beau. Le blond tira même le bout de sa langue par anticipation. Il nous a permis de l'appeler Krald. La princesse a demandé au maître de la laisser partir. La fille ne voulait pas que les gens les voient. Ils les ont peut-être mal compris. La blonde n'était pas d'accord. J'ai demandé ce qui pouvait être mal compris ici. Après tout, le frère cadet et la belle-sœur de son frère s'entendaient tout simplement bien. Il demanda d'un ton moqueur si la jeune fille elle-même avait vraiment pensé à quelque chose d'indécent. Krald tira la fille plus près de lui. La princesse pensait que cet homme était vraiment devenu fou. Elle a poliment demandé à la laisser partir. Le blond rapprocha son visage de celui de la fille. Il a dit qu'il pensait que son frère n'aimait pas beaucoup les femmes. Il a exprimé son regret que la princesse ait dû épouser un tel homme. Je voulais dire ce qui serait arrivé si ça avait été lui. La princesse ne laissa pas l'homme impudent terminer sa phrase. Elle repoussa avec force la blonde loin d'elle. Le gars a trébuché de surprise, a perdu l'équilibre et s'est cogné la tête contre une colonne. Krald cria bruyamment de douleur. Judith se figea sur place, effrayée. Le blond était en colère. J'ai crié sur la fille.
Je l'ai traité de déchet. La princesse ferma les yeux de peur. L'homme impudent voulait la frapper. Il lui tendit la main. Soudain, un grand cri se fit entendre. La blonde a été appelée par son nom. Le premier prince Franz marchait vers eux le long du couloir. Le blond retira rapidement sa main de la fille. La princesse resta figée à côté de l'homme impudent. Le premier prince a demandé ce qui se passait ici. Il regarda attentivement les jeunes. Le blond regarda en arrière. Et comme si de rien n'était, il demanda ce que son frère faisait ici. Franz a dit qu'il vaquait à ses occupations. Kralde conseilla moqueusement dans ce cas de passer à autre chose. Il a précisé que peut-être le frère voulait emmener sa fiancée avec lui. Il a noté avec moquerie que quelques jours seulement s'étaient écoulés et que les jeunes s'entendaient déjà très bien. Le premier prince François dit froidement qu'il était temps pour eux de partir. Ils avaient encore des choses à faire. Le blond n'a pas objecté. Il regarda attentivement le couple qui partait avec un air indépendant. Le prince Franz marchait devant lui d'un pas mesuré. Sa compagne gardait ses distances. Leurs pas silencieux sur les tapis moelleux étaient pratiquement inaudibles. Soudain, Franz s'arrêta et regarda en arrière. Il a demandé si la princesse savait qui était cet homme. La brune répondit qu'il s'agissait du deuxième prince de Lothaire, Kralde. Le jeune homme était d'accord avec ses paroles. Il a conseillé à la fille d'essayer de ne pas s'impliquer avec lui. Judith répondit qu'elle le savait parfaitement. Franz a demandé si la brune pensait qu'il plaisantait. La jeune fille a essayé de calmer son Altesse. Elle a dit « Bien sûr que non ». Elle ne le pensait pas. Le premier prince a conseillé de ne pas sous-estimer Kralde en raison de sa jeunesse. Si la brune voulait être avec lui, le jeune homme ne l'en empêcherait pas. Les yeux bleus de la fille s'écarquillèrent de surprise. La jeune fille demanda si Franz pensait vraiment qu'elle chercherait le patronage du deuxième prince. Judith lui rappela froidement qu'elle deviendrait l'épouse du prince. Mais il la traitait comme une chose. Elle n'était pas du tout le genre de femme dont il aurait dû s'inquiéter. Si jamais elle se comportait ainsi, elle demandait au prince de le lui dire. La fille a promis qu'elle essaierait de s'améliorer. Franz était un peu nerveux. Il a commencé à trouver des excuses. Le jeune homme marmonna qu'il ne le pensait pas. La brune se tourna vers son Altesse avec une demande. Elle n'exigeait pas une confiance totale du jeune homme, mais lui demandait de ne pas la considérer comme une telle femme. Le prince fronça les sourcils. Il a dit d'un ton détaché que toute femme sensée préférerait Kralde. La brune enroula nerveusement ses bras autour d'elle. La fille a dit qu'elle n'était pas comme ça. Le jeune homme se détourna embarrassé. Il a demandé comment la princesse pouvait garantir cela. Elle vient d'arriver ici. Le prince a fait remarquer qu'à cet endroit, Franz Gedekeyer était la dernière personne avec qui on voudrait vivre. Le fait que la fille soit sa fiancée a-t-il changé quelque chose? Judith était surprise. Elle fronça les sourcils. Elle se demandait si le prince pensait vraiment qu'elle pourrait supporter cela. Le gars fixait son interlocuteur sans comprendre. La jeune fille a expliqué qu'elle voulait dire que le prince l'avait traité de mariée infidèle. Et ce que pensait le prince de Judith donnant son cœur à quelqu'un qui déshonorait la fiancée de son frère aîné. Franz a demandé pardon pour ses paroles. La princesse a admis qu'elle essaierait de se souvenir de son conseil de ne pas s'impliquer avec Kralde. La brune a déclaré que même s'il se mariait par commodité, elle avait demandé au prince de la considérer comme une véritable épouse. Judith était bouleversée par ce qui s'était passé. La jeune fille dit au prince qu'il était probablement temps pour elle de partir. La brune réalisa qu'elle semblait avoir réagi de manière excessive. Mais en regardant Kralda, la princesse ne pouvait pas penser clairement. Il était comme un cauchemar. La haine que Kralde a inspirée est ce qu'il a fait aujourd'hui. Dans le futur, Judith leur fera répondre de cela. Franz réfléchit à ce qui s'était passé. Dans cet endroit, c'était une chose courante. Mais le gars pensait que c'était clairement sa faute. Bien que le prince se sentît coupable en voyant la douleur dans les yeux de Judith, le garçon ne comprit pas de quel genre de sentiment il s'agissait. Je n'y croyais pas, vraiment, de la sympathie. Le jeune homme voulut involontairement lui tendre la main pour la réconforter. Je me demandais s'il était possible qu'il ressente de la sympathie pour elle. Ce sentiment, qu'il éprouvait pour la première fois, lui semblait étrange. Dans la spacieuse salle de réunion, une conversation a eu lieu au sujet de l'empereur. La femme arrêta son interlocuteur d'un air mécontent. Était-il vraiment nécessaire d'en reparler? L'impératrice a rappelé à nouveau à tous que Sa Majesté était toujours malade. Je ne comprenais pas comment il pouvait organiser une fête aussi bruyante qu'un mariage. En tant qu'impératrice, une femme ne pouvait pas simplement rester assise et ne rien faire. J'ai donc décidé que jusqu'à ce que Sa Majesté se rétablisse, le mariage du prince et de la princesse devrait être reporté. Les seigneurs quittèrent la salle du conseil en discutant des informations qu'ils avaient entendues ici. Certains ont pensé que c'était une raison ridicule. Ils ont dit que ce n'était pas une sorte de fête, mais le mariage d'un prince.
L'interlocuteur a objecté et a averti qu'ils ne devaient pas parler comme ça. Sinon, ils auraient pu leur couper la tête. L'homme frappa la table de ses mains avec colère. Il a admis avec indignation qu'il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Franz a essayé de calmer son interlocuteur. J'ai remarqué que tout avait déjà été décidé. Le duc a insisté sur le fait que son Altesse ne pouvait pas laisser les choses ainsi. L'homme était en colère. Il regarda Franz attentivement. Il était perplexe quant à la façon dont ils avaient osé décider de son sort, celui du premier-né du roi. Je voulais savoir qui avait dit qu'on pouvait simplement l'ignorer. L'oncle de Franz, le duc de Bergis, était en colère. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être ignoré. Franz voulait s'opposer à son oncle. L'homme a attrapé sa tête avec sa main. Il a insisté sur le fait que le mariage était un événement très important. Ce n'était pas seulement l'honneur du prince, mais c'est aussi l'honneur de sa future épouse. Il était impossible de simplement le prendre et de l'annuler. Franz remarqua que son oncle avait tout vu lui-même. L'impératrice n'aurait jamais donné son consentement. J'ai demandé à l'homme de se calmer. Il allait bien. Le duc Borgi a demandé au jeune homme s'il en avait déjà parlé avec la princesse. L'interlocuteur est resté silencieux. L'homme réfléchit. Dès que Sa Majesté reprendra un peu ses esprits, il lui fera immédiatement rapport de cela. Il était sûr que si c'était un ordre de l'empereur, alors même l'impératrice ne pourrait pas l'ignorer. Le prince soupira lourdement. Il a dit que tout cela était inutile. Sa Majesté était malade depuis longtemps. François pensait que l'empereur mourrait probablement dans cet état. Le courtisan s'enflamma. Il interdit au prince de dire de telles choses. La maladie de l'empereur est une maladie cardiaque. Ils s'aimaient tellement, se croyaient, et se soutenaient mutuellement. La mort de la reine fut donc pour lui un coup terrible. Ce chagrin fut la cause de sa maladie. Je l'ai transformé en ombre. Il fut frappé par la maladie, mais conserva néanmoins son poste. Le duc croyait que l'empereur se remettrait sur pied. Après tout, il avait récemment repris ses esprits et avait même brièvement pris la direction de l'État. Le prince se souvint que ce n'était que pour quelques jours. Le duc s'y opposa. Même si ce n'est que quelques jours, c'est déjà bien. L'homme promit que si seulement l'empereur se rétablissait, le duc réduirait cette vile femme en poussière. Franz a remarqué que son oncle se mettait en danger. Le duc a promis qu'il vivrait jusqu'à ce qu'il voie son Altesse couronnée. Il a demandé au jeune homme que s'il s'inquiétait pour son oncle, il devrait faire tous les efforts possibles. Le duc tapota l'épaule du prince. Il a déclaré qu'il était devenu une personne merveilleuse même sans sa mère. Mais sans le titre de prince héritier, il s'est progressivement éteint. En regardant son neveu, le duc sentit la colère bouillir en lui. J'avais vraiment envie de tordre le cou à l'impératrice. L'homme a demandé à prendre soin de la princesse. Elle s'est avérée être beaucoup plus forte que ceux que le duc avait entendus. Mais c'était difficile pour elle dans un pays étranger, sans soutien. Le prince admit d'un ton sombre qu'il ne voyait pas l'intérêt qu'elle aurait à être consolée par un mari impuissant. Le duc s'y opposa. Il a dit que ce n'était pas comme ça. Il avait Franz, et maintenant la princesse n'avait plus personne d'autre que lui. L'homme recommanda au prince de faire une promenade avec la jeune fille lorsqu'il aurait le temps. Franz était d'accord avec les arguments du duc. Il a promis qu'il ferait tout. Le jeune homme était assis seul dans son appartement. Il pensait à la princesse. Il pensait que la fille devait être en colère contre lui. Elle n'aurait jamais pensé que Franz la traiterait ainsi. Il se souvenait de ses yeux, couleur d'un ciel clair qui était plein de déception et de mépris. Franz se couvrit la bouche avec sa main. Le jeune homme ne pouvait se résoudre à franchir le seuil de sa chambre. Dans le silence de sa chambre, Judith se penchait sur son métier à broder. Ses doigts fins guidaient avec assurance l'aiguille, créant des motifs de feuilles et de fleurs sur le tissu blanc comme neige. Soudain, la fille a crié. Une goutte de sang écarlate apparut immédiatement sur le doigt de la princesse. Mary-Anne courut vers la dame, effrayée. Elle a demandé si la dame était blessée. Judith a confirmé qu'elle s'était légèrement piqué le doigt. La servante regarda les mains de la dame avec horreur. J'ai remarqué qu'une princesse ne peut pas tout faire elle-même. La femme de chambre a suggéré qu'elle pourrait peut-être le faire après tout. La princesse s'y opposa. Elle a déclaré avec assurance qu'elle devait le faire elle-même. La servante était perplexe. Après tout, la dame vient d'arriver. Le mariage a également été annulé. Judith rappela que l'empereur était malade, et il n'y a rien à faire à ce sujet. Judith se souvient que la dernière fois, bien que modestement, le mariage avait quand même eu lieu. La jeune fille a rassuré la servante en lui disant qu'elle allait bien. J'ai réalisé que j'en avais pris trop sur moi. Mais elle, au contraire, était reconnaissante à l'impératrice de lui avoir épargné cette fastidieuse cérémonie. La princesse rappela à Mary-Anne qu'il y avait des oreilles et des yeux ici et dans les murs. Elle m'a rappelé que je devais toujours être prudent dans mes paroles et mes actes.
La brune a dit qu'il n'y avait aucun secret dans ce palais. Elle a demandé à la servante si elle pouvait lui apporter de la pommade. Mary Ann a accepté avec joie d'aider la dame. Judith a demandé pardon à la servante. Elle l'a amenée ici et n'a rien fait d'autre que la charger de travail. Mary Ann s'y est opposée. De quoi parlait la dame? Ce n'était pas du tout difficile pour elle. C'était juste une pommade. Elle aurait pu en apporter au moins 100. La brune rit. Elle a dit qu'elle attendrait. La servante quitta sa maîtresse en lui promettant qu'elle reviendrait bientôt. Judith tendit la main vers les documents. Les feuilles écrites contenaient des informations que la jeune fille avait recueillies au palais toute la semaine. La brune lut attentivement les lignes. Il s'agissait pour la plupart de simples rumeurs. Mais la princesse a découvert quelque chose d'important. Il s'agissait d'une nouvelle concernant la création d'une académie impériale sur le continent oriental. Ce continent, qui se trouvait à l'est du royaume de Lothaire, bordait la mer. Ce continent était connu pour son empire puissant et son haut niveau culturel. La princesse réalisa qu'ils ouvraient une académie dans cet empire. Les nobles étrangers pouvaient également s'inscrire s'ils remplissaient les conditions requises. Assise dans le silence de sa chambre, la jeune fille commença à réfléchir. N'était-ce pas une chance pour Franz? La dépression, qui s'est transformée en folie, a commencé vers l'âge de 21 ans. Si les symptômes sont apparus à ce moment-là, c'est qu'il avait déjà des problèmes. La brune comprit. C'est pourquoi il fallait l'isoler de l'impératrice au plus vite. Mais pour mettre en œuvre ce plan, une autorisation est nécessaire. Or, lorsque la conscience du roi était trouble, les pouvoirs appartenaient à l'impératrice. Judith savait que l'impératrice ne leur donnerait jamais la permission. La fille ne comprenait pas ce qu'elle devait faire. La femme de chambre entra rapidement dans la pièce. J'ai annoncé à Madame Judith qu'elle était déjà revenue. La princesse supposait que le duc Bergy n'avait pas le droit d'envoyer des étrangers. J'ai pensé à la possibilité d'une falsification de documents. J'ai compris que c'était trop risqué. La servante a bandé le doigt de sa maîtresse. Elle a dit que tout était prêt. La princesse a remercié Mary Ann. La servante répondit avec déception que sa dame était couverte de blessures. Elle a demandé à se reposer au moins un peu. La brune remercia la femme de chambre. J'y ai réfléchi. L'impératrice lui ordonna d'utiliser toutes ses ressources pour se faire un nom dans la haute société. Elle ordonna à la princesse de broder des initiales sur tous les mouchoirs qu'ils offriraient aux dames de la capitale. La femme a dû vouloir que la princesse la supplie de ne pas le faire. Mary Ann a dit à la dame qu'elle avait donné la lettre dont Judith lui avait parlé. La princesse espérait qu'il parlait du marquis Ebelt. La servante a déclaré que lorsqu'elle a remis la lettre de son Altesse, on lui a dit que la réponse arriverait dans quelques jours. Mais il n'y avait pas encore de nouvelles. La servante demanda avec grand intérêt à la princesse ce qu'elle avait écrit dans la lettre. La brune répondit qu'elle avait demandé au marquis de lui permettre de rencontrer sa fille. La femme de chambre était surprise. Après tout, la dame ne connaissait pas la jeune femme Evelyne. La princesse a admis qu'elle avait entendu parler d'une fille du palais. Et je voulais vraiment la rencontrer. Judith a repris sa broderie. Des points réguliers sont posés sur le tissu. Et la fille était absolument sûre que cette fois-ci, ils ne perdraient pas. Ni la France, ni Chiran, ni personne d'autre. Le marquis Ebelt était assis à la table de son bureau. L'homme se demandait ce qu'il devait faire. Il ne comprenait pas pourquoi la princesse, qui avait mis en colère l'impératrice, voulait rencontrer sa fille. Le marquis pensait que leur empereur malade avait besoin de se rétablir rapidement. Cela semblait être une chose normale, mais dès que l'impératrice l'apprendrait, des problèmes surgiraient immédiatement. L'impératrice a essayé par tous les moyens possibles de mettre Krald sur le trône. C'est pourquoi elle a essayé d'obtenir l'approbation officielle de toute l'aristocratie. Si sa fille rencontre la princesse, il n'y aura pas de fin au problème. L'homme décida que cette fois-ci, il préférerait refuser. Une jeune fille accourut dans le bureau. Elle se tourna vers son père avec joie. Le marquis réprimanda sa fille. Il rappela à Chiran qu'il lui avait dit plus tôt de ne pas faire irruption comme ça. En riant, la dame a rappelé que son père lui-même l'avait élevée de cette façon. Je me demandais pourquoi il se plaignait maintenant. L'homme voulait objecter qu'il ne l'avait jamais élevée comme ça. Mais il ne l'a pas fait. J'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. La fille s'est approchée par derrière et a serré son père fort autour du cou. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Le marquis sourit. Il a demandé si la fille voulait vraiment que le cou de son père soit brisé. Evelyne s'y est opposée. Et comment mon père a-t-il pu dire une chose pareille? Soudain, la jeune fille tendit la main vers la lettre posée sur la table. J'ai demandé ce que c'était. Le marquis répondit que rien de spécial. Chiran attrapa le morceau de papier et commença à lire rapidement le message. Le père a crié à la fille de lui donner la lettre. La fille a lu la réponse à la princesse respectée. Le marquis lui fut reconnaissant de la lettre qu'elle lui avait envoyée.
Il regrettait que sa fille soit tombée malade d'une maladie inconnue. Sheran lui demanda d'un ton complaisant depuis combien de temps elle était malade. Et pourquoi n'en était-elle pas consciente? Le marquis exigea que la lettre qu'il allait envoyer à la princesse lui soit immédiatement remise. La fille demanda ce que la princesse avait écrit, puisque son père avait écrit un tel mensonge. Qu'elle est soudainement tombée malade d'une maladie inconnue. J'ai demandé à mon père qui pouvait croire cela. Le marquis comprit qu'il n'y avait pas pensé. L'homme a traité sa fille d'idiote avec colère. Il a admis qu'il l'avait fait pour elle. Il craignait que si sa fille s'impliquait avec la princesse, elle pourrait tomber en disgrâce auprès de l'impératrice. La fille a rappelé que l'impératrice était la femme qui voulait couronner son bébé prématuré, qui provoquait le chaos et n'avait aucun sens des proportions. Le père interrompit Sheran. Il a ordonné à sa fille de surveiller son langage. Après cela, voulait-elle vraiment que l'impératrice lui soit favorable? La fille s'exclama avec colère qu'elle n'avait pas peur. Père a demandé ce que Sheran allait faire. La fille répondit que c'était la princesse elle-même qui l'appelait. Elle doit partir. Elle sourit, remarquant qu'elle pourrait peut-être y trouver un mari. Le marquis était en colère. Il a dit à sa fille de ne pas apparaître dans la haute société. Je ne l'ai pas laissé y aller de manière aussi imprudente. La fille a calmé son père. Elle a dit qu'il était trop inquiet. Sheran pensait qu'au pire, l'impératrice la gronderait. Le marquis s'y opposa. Il a dit que la fille ne connaissait pas l'impératrice. Et quelles rumeurs circulèrent dans la société à son sujet. Sheran doutait que l'impératrice la tue simplement pour avoir parlé à la princesse. Elle a remarqué que sa réputation n'avait plus aucune chance de chuter. Le marquis baissa la tête en silence. Sheran a quitté le bureau de son père avec un sourire heureux. Je lui ai conseillé de simplement l'accepter. La fille descendait les escaliers en marbre lorsqu'elle a vu sa nounou. La femme de chambre a fait une remarque à la dame. Elle avait à nouveau l'air échevelé. Sheran a admis qu'elle se sentirait bizarre avec la pince dans ses cheveux. La nounou lui a mis un mouchoir sur les yeux. La femme ne savait plus quoi faire de Sheran. Elle a menacé de se plaindre à sa mère et de rentrer chez elle. La dame a ri. La maison de la nounou se trouvait dans un village voisin. Elle m'a demandé de ne pas dire de bêtises et de la suivre. Elle a promis que la nounou pourrait faire tout ce qu'elle voulait. La vieille femme demanda avec surprise ce que son protégé attendait d'elle. Sheran a demandé à la ranger. La jeune fille voulait ressembler à ces nobles dames que l'on pouvait voir sur la place Missiel. Judith faisait de la broderie. La fille était assise dans le kiosque. Elle a offert un siège à la femme de chambre. Après tout, il faisait chaud. Soudain, les deux filles levèrent les yeux. Ils regardèrent dans la direction où un bruit avait été entendu. La brune entendit le bruit du verre brisé. Elle est devenue curieuse de savoir ce qui se passait là-bas. J'ai décidé d'aller voir. Le bruit ne venait pas du jardin. Y avait-il un endroit d'où cela pouvait venir? La servante a demandé à la maîtresse de s'asseoir ici. La brune accepta. Judith pensait que ces bruits venaient du palais où se trouvait Franz. La brune tapota nerveusement ses doigts sur la table. La fille était perplexe quant à ce qui s'était passé. Était-ce la crise de Franz ou était-ce juste un accident? On pouvait l'entendre même ici. Cela signifie qu'ils ont cassé quelque chose de gros. Ce devait être une fenêtre qui faisait un tel bruit. Franz avait déjà eu des crises auparavant. Judith se souvient d'une situation où le prince était tapageur et parlait de quelqu'un qui le regardait. Il a brisé et détruit tout ce qui l'entourait, comme s'il était possédé par quelque chose. Dans de tels moments, la fille avait peur que quelqu'un vienne la trouver ainsi. Judith sursauta en entendant la voix de la servante. La brune a demandé ce que Mary-Anne avait découvert. La servante a commencé à parler de son Altesse le prince. La princesse demanda avec peur si quelque chose était arrivé à son Altesse Franz. La femme de chambre l'a calmée. La fille ne savait pas comment dire ça. Il semble que rien ne lui soit arrivé. Mais quelqu'un a cassé la fenêtre et a jeté quelque chose dans un vase. Marie ne savait pas pourquoi. Mais il lui semblait que le prince était en colère. Judith savait que c'était Franz. La brune se leva d'un bond et se dirigea rapidement vers les appartements du prince. Mary-Anne a essayé d'arrêter la dame. Elle a dit qu'il serait préférable pour elle de ne pas y aller maintenant. La jeune fille se retrouva devant les appartements du prince. L'homme qui se tenait à la porte s'inclina poliment devant la princesse. La brune tira sur la poignée. La voix irritée du prince venait des profondeurs de la pièce. Le jeune homme leur rappela son ordre selon lequel personne ne devait entrer. Judith s'adressa à son Altesse d'une voix calme. Elle se tenait calmement et regardait le jeune homme. Franz se tourna brusquement vers la fille. Il a dit avec mécontentement que tout allait bien pour lui. Je lui ai demandé de partir. Il a insisté pour que la fille le fasse immédiatement. Judith remarqua l'homme debout à la porte. J'ai demandé à l'homme s'il était le duc de Berger. L'homme s'inclina et confirma que son Altesse avait raison. La brune demanda au courtisan quel était ce bruit et ce qui était arrivé à son Altesse Franz.
Le duc informa la princesse qu'une réunion avait lieu au palais tous les quelques jours. Ils étaient accompagnés de membres de la noblesse et des comtes de la capitale. Auparavant, l'empereur et les chefs des différentes factions étaient toujours présents à la réunion. Mais à ce moment-là, l'empereur était malade. Et c'est pour cela que cette réunion a été organisée par l'impératrice. Aujourd'hui, l'impératrice a invité le prince Franz à une réunion similaire et l'a critiqué pour ne pas avoir les qualités d'un prince héritier. Il n'avait pas non plus le soutien des nobles. La femme rappela qu'il ne restait qu'1 an avant le couronnement du premier prince. La princesse a admis que cela s'était produit parce que l'impératrice interférait avec Franz. Le duc a révélé qu'elle avait décidé d'humilier son Altesse devant les nobles. La plupart des nobles présents à cette réunion étaient du côté de l'impératrice. Ainsi, personne ne pouvait s'opposer à elle. C'étaient des gens sans valeur qui, comme des idiots, hochèrent la tête et adorèrent l'impératrice, même si elle avait tort. Le duc comprenait les sentiments de son Altesse. J'avais peur que cela puisse se transformer en quelque chose de plus dangereux. Après la conversation, la brune a décidé d'aller voir le prince. Franz était irrité et mécontent que la princesse lui ait rendu visite. Il a ordonné à la fille de partir immédiatement. La brune demanda très poliment à son Altesse de se calmer. Elle a expliqué que sa colère ne pouvait que nuire à son âme et à son corps. Franz a insisté grossièrement pour que la brune nettoie. Il l'a déjà répété 2 fois. J'ai remarqué que je n'avais pas l'intention de répéter cela 3 fois. Judith s'y opposa. Je lui ai demandé ce qui se passerait si elle disait qu'elle n'avait pas l'intention de partir. Elle a demandé si le prince la jetterait également par la fenêtre. Le prince serra la mâchoire. Il dit d'un ton insinuant entre ses dents. Se pourrait-il que la fille ait décidé de plaisanter sur lui? Le jeune homme a dit qu'il n'avait plus rien à perdre. Donc, il ne s'en souciera pas même s'il jette sa femme. Judith regarda hardiment dans les yeux de son fiancé. La fille était nerveuse, mais ne le montrait pas. Elle a dit que dans ce cas, il aurait pu le faire. Le prince fut pris de court. D'une voix étranglée, il demanda à son interlocutrice de répéter ce qu'elle avait dit. La brune a admis que si elle pouvait le calmer en la mettant dehors, elle lui proposait de le faire. Franz lui a demandé si elle n'avait vraiment pas peur. Judith a répondu honnêtement que bien sûr elle avait peur. Mais maintenant, elle n'avait plus peur. Le prince s'intéressa alors à ceux dont la brune avait peur. Le prince rappela que Judith était très intrépide, que ce soit devant des bandits ou devant l'impératrice. J'étais surpris et intrigué. De quoi avait-elle peur? La fille prit le prince par les mains. Elle a admis qu'elle avait peur que son cher fiancé se perde. C'est tout. Je lui ai demandé de se calmer. En retournant la main du prince, la jeune fille remarqua une profonde coupure sur sa paume. Elle a dit que dans ce monde, il n'y avait ni soleil éternel ni ténèbres éternelles. Judith se doutait que beaucoup de choses inquiéteraient le prince à l'avenir. Mais il ne doit pas laisser cette peur l'étouffer. Plus l'épéiste est bon, moins il aiguisera souvent son épée. Plus le chasseur est expérimenté, plus il posera ses pièges avec soin. Franz se demandait si la fille comprenait de quoi elle parlait. La brune comprit que le prince avait les capacités et les qualités nécessaires pour cela. Le jeune homme s'assit sur le canapé. Il répondit tristement qu'il n'était pas un grand chasseur. Et il n'était même pas un bon épéiste. Judith sourit tendrement. Elle a répondu qu'à l'avenir, son Altesse pourrait le devenir. Franz n'était pas d'accord avec son interlocuteur. Il a dit qu'il n'était qu'un idiot sans cervelle qui ne pouvait rien devenir. Judith a écouté et prodigué les premiers soins. La brune a admis qu'elle savait quel sentiment le prince éprouvait. Le jeune homme doutait de ses paroles. La fille a dit que sa mère était morte prématurément. Et son père ne lui prêtait aucune attention. Et seul son frère la critiquait constamment pour être une garce inutile. Il aimait insulter Judith. Et chaque fois qu'elle pleurait et avait peur, son frère s'en réjouissait. La jeune fille a admis qu'à de tels moments, elle commençait à se sentir inutile et stupide. Judith a fini de panser la blessure au bras du prince. Franz demanda avec intérêt si tout avait changé maintenant. La brune a confirmé que c'était exactement le cas. Ceux qui ont essayé de faire du mal aux autres l'ont fait uniquement pour combler le vide en eux-mêmes. Judith a avoué au prince qu'elle avait décidé de ne plus prêter attention à de telles personnes. Franz toucha doucement les cheveux de son interlocuteur. La jeune fille tenait dans ses mains la paume blessée du prince. Elle a dit à son Altesse qu'elle avait fini. Le jeune homme remercia sincèrement la princesse. Il regarda attentivement sa fiancée. La fille sourit sincèrement. Judith était heureuse d'avoir pu aider son fiancé. Mary-Ann était à genoux. Il y avait un seau d'eau à proximité. La femme de chambre de Lady Jane était occupée à laver les tapis. La fille frotta vigoureusement les motifs sur le sol avec un chiffon. La deuxième servante demanda avec surprise si la fille n'avait pas encore fini de laver le sol. Posant sa main sur sa hanche, elle leur ordonna de finir rapidement et d'aller à la buanderie.
Marianne a clarifié ce que c'était. La blonde demanda d'un ton moqueur si Marianne ne savait même pas ce que c'était. Elle a traité la fille de paysanne. La servante personnelle de la princesse Judith était contrariée par l'impolitesse et la grossièreté d'un autre serviteur. Elle serra le poing de colère. En lavant le sol, la fille pensa qu'elle était désormais très intéressée par la façon dont sa maîtresse allait. La brune brodait dans sa chambre. J'étais inquiet. Marianne était très en retard. La marquise entra dans la pièce. J'ai salué son Altesse la princesse. La femme a demandé si la brune avait déjà appris l'arbre généalogique. Judith répondit qu'elle l'avait appris. J'ai demandé pourquoi la dame avait posé cette question. Helena voulait obtenir une réponse. La princesse l'avait-elle vraiment apprise complètement? La fille lui a demandé si elle ne lui avait pas déjà répondu. La marquise savait qu'il était difficile de se souvenir d'un arbre généalogique, même en quelques mois. Et la fille a dit qu'elle l'avait appris en un jour. Elle m'a rappelé que c'était le devoir de la princesse, en tant que membre de la famille royale, d'étudier l'arbre généalogique. C'est pourquoi l'impératrice ordonna à la brune de l'apprendre. Elle a exprimé l'espoir que la princesse ne lui avait vraiment pas menti. Judith demanda froidement comment Helena pouvait savoir si ses paroles étaient fausses ou non. La marquise fut prise de court. Elle ne savait pas quoi répondre. La femme pensait qu'elle ne pouvait pas le nier, car alors il s'avérerait que l'impératrice a donné un ordre irrationnel. La marquise décida de se sortir de cette situation en suggérant, dans ce cas, d'aller voir la princesse. La brune ne comprenait pas ce que voulait dire madame. Helena répondit que si la princesse avait vraiment tout appris, alors elle n'avait rien à craindre. La brune approuva les arguments de la marquise. Mais la fille ne comprenait pas pourquoi elle devait le prouver. Judith convenait que l'impératrice avait donné cet ordre. Mais lui a-t-elle ordonné de prouver cela à la marquise? Helena resta silencieuse. La fille continua. S'il n'y avait pas un tel ordre, alors la femme pouvait aller dire ce qu'elle avait appris. Laissez l'impératrice vérifier elle-même. La marquise se tourna vers son Altesse. La fille interrompit Helena en disant qu'elle la respectait, parce qu'elle savait qu'elle était venue pour l'aider. Après tout, la femme était l'épouse d'un noble marquis et une servante de l'impératrice. Et la fille vient d'arriver ici. Judith ne leva pas les yeux vers son interlocuteur. Elle dit que c'est pour cela qu'elle n'a rien dit, même si elle savait que la marquise la méprisait. La jeune fille leva ses yeux bleus vers la marquise. Elle a prévenu que si elle continuait dans le même esprit, Judith aurait quelques réflexions à ce sujet. Helena était indignée. Je voulais dire quelque chose à son Altesse. Je n'ai pas eu le temps. La porte s'ouvrit en paix, et la servante annonça qu'un invité était arrivé pour voir la princesse. Judith a demandé qui était venu la voir. La servante répondit que son Altesse avait reçu la visite de la fille du marquis des Beltes. La princesse ordonna à la servante d'escorter l'invité jusqu'à la salle de réception. Marianne a exécuté les ordres de sa maîtresse. La marquise fut surprise. Elle pensait à la façon dont la brune connaissait la fille du marquis des Beltes. J'étais perplexe quant à la façon dont cela avait pu se produire. La princesse s'approcha de la porte. Elle se figea une seconde, mettant de l'ordre dans ses sentiments, et l'ouvrit grand. Dans la zone de réception, elle remarqua Sheeran. Dans sa vie passée, Lady Evelyn était celle qui empêchait la princesse de tomber. Judith regrettait de ne jamais avoir pu la remercier. La fille aux cheveux violets salua son Altesse. La princesse regarda attentivement son amie. Dans cette vie, elle pourra certainement la remercier. Dans la serre, parmi la verdure et les fleurs, deux jeunes filles discutaient tranquillement autour d'une tasse de thé. Lady Ebelt a demandé à la princesse de l'appeler simplement Sheeran. La brune accepta avec joie. La fille haleta. Maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait même pas dit bonjour correctement. Sheeran a remercié son Altesse pour l'invitation. La princesse ne pouvait même pas exprimer à quel point elle était reconnaissante que Sheeran soit venu à elle. La princesse pensait que la jeune fille était probablement déconcertée par son invitation inattendue. Sheeran a demandé de ne pas s'inquiéter. Elle a dit que son père était très heureux de cela et lui a dit de l'accepter définitivement. La jeune fille s'excusa auprès de son Altesse pour son insolence, mais demanda où se trouvait son serviteur personnel. La brune haleta. Elle baissa les yeux, embarrassée. Sharon était surprise. Ses yeux brillaient. La reine n'a-t-elle pas encore nommé sa princesse? Judith répondit que rien n'avait encore été décidé. Elle a admis avoir été temporairement servie par l'épouse du marquis, qui servait la défunte impératrice. Lady Evelyn remarqua avec surprise que son Altesse aurait été mieux servie par un serviteur de son âge. La brune a dit qu'Helena avait fait de gros efforts, même si ce n'était pas facile pour la fille de communiquer avec elle. Elle soupira, admettant qu'elle ne pouvait rien y faire. Sheeran a demandé à son Altesse de ne pas être contrariée. Elle a promis qu'elle viendrait plus souvent discuter avec la princesse. Judith ne croyait pas les paroles de l'invité.
Elle a demandé avec un certain doute si la fille était sérieuse lorsqu'elle a dit cela. Sheeran a confirmé qu'elle était sérieuse. L'autre jour, la fille du marquis des Belt a reçu un cheval très obéissant. Elle a demandé à son Altesse si elle aimerait faire un tour avec elle dans 3 jours. La princesse a demandé si la fille avait vraiment l'intention de monter à cheval. Sheeran a demandé si son Altesse savait monter à cheval. Dans sa vie passée, Judith avait très peur des chevaux. Et à cause de cela, la brune ne s'est pas approchée d'eux. Mais Sheeran lui a proposé. Elle ne pouvait pas refuser. De plus, la princesse savait très bien que la fille du marquis des Belt aimait l'équitation. Judith était d'accord. Mais elle a honnêtement admis qu'elle ne savait pas monter à cheval. Elle a demandé à Lady Evelyn si elle pouvait lui apprendre. Sheeran rit joyeusement. Elle a joyeusement avoué à son Altesse que ce serait un honneur pour elle. Soudain, Judith se leva de son siège. Elle glissa doucement une mèche de cheveux tombée de sa coiffure derrière l'oreille de Lady Evelyn, confuse. Remarquant l'expression de l'invité, la princesse demanda pardon. Elle a parlé des cheveux de la fille. Judith pensait qu'il se mettrait en travers de son chemin. Sheeran rit. Elle remarqua que la princesse était une personne beaucoup plus intéressante que ceux que la jeune fille avait imaginés. Judith était déconcertée. Qu'a dit son interlocuteur? Quelque chose d'intéressant. Elle demanda avec un certain doute si c'était vraiment elle qui était intéressante. Un ami l'a confirmé. Tout le monde disait que la princesse était très silencieuse. Et Sheeran, pour parler franchement, s'attendait à cela. La princesse a supposé qu'il disait probablement qu'elle était une fille stupide et sans valeur. Lady Evelyn a fait remarquer que les aveugles avaient toujours des ragots à portée de main. Sheeran espérait que ces paroles n'offenseraient pas son Altesse. La princesse n'était pas offensée. Elle regarda son amie avec amour. « J'ai remercié Sheeran. » Lady Evelyn se leva de son siège. Elle était heureuse de l'entendre. Elle a remarqué qu'il était temps pour elle de partir. Elle a promis de revenir chercher la princesse dans 3 jours. Elle a dit qu'il y avait un endroit magnifique près du palais impérial. La jeune fille a promis d'emmener son Altesse là-bas. La princesse devint triste. La fille était contrariée que Lady Evelyn soit déjà partie. La brune soupira lourdement. Sheeran a remarqué que Judith était bouleversée. Lady Evelyn sourit et décida immédiatement de rester. Elle s'est excusée. Elle a demandé si elle pouvait avoir une autre tasse de thé. Le long embout d'une élégante pipe était tenu par de fins doigts féminins. La fumée bleue s'élevait en motifs bizarres, se dissolvant dans l'air. L'impératrice était assise sur un canapé en velours. Sa posture détendue respirait l'arrogance et la confiance. La femme espérait qu'il n'y avait personne dehors. Helena entra dans les chambres. Elle confirma obséquieusement à Sa Majesté qu'il n'y avait personne. Elle a demandé si l'impératrice l'avait appelée. La souveraine frappa avec indignation les papiers écrits. Elle avoua avec déplaisir que ce duc de Bergy l'irritait terriblement. À l'occasion de l'anniversaire du décès de la défunte impératrice, le duc a demandé l'autorisation de préparer un service commémoratif qui serait approprié à son statut. GML6 ne pouvait pas accepter que l'on se souvienne encore de la défunte impératrice. La femme parla avec colère, souhaitant que le diable prenne cet éméria. La femme continuait à se plaindre bruyamment que ce scélérat duc Bergy la dérangeait constamment. Au départ, Gilles VI était la principale prétendante au rôle d'impératrice. Mais l'empereur tomba amoureux de l'impératrice et l'épousa sans aucune sélection. Gilles VI n'a même pas pu rencontrer l'empereur. La femme s'est retrouvée sans rien. Par la suite, elle a eu du mal à obtenir le poste qu'elle souhaitait, même si elle a le statut de concubine. Mais l'empereur regrettait la défunte impératrice. Le souverain n'a jamais pu sortir de son deuil. On ne peut pas dire que l'empereur n'avait pas de sentiment pour Gilles VI uniquement à cause de la défunte impératrice. Mais la femme en colère détestait farouchement sa rivale. Elle croyait qu'Emeria était responsable de tout. Et plus la blonde continuait à penser de cette façon, plus sa relation avec l'empereur se détériorait. Finalement, ils se sont retrouvés dans une impasse. Le visage de l'impératrice était déformé par la colère. Elle a pensé qu'elle devait absolument détruire le duc Bergy et son neveu. Helena a dit qu'un homme comme le duc Bergy tomberait immédiatement à genoux si une femme le voulait. La marquise aida l'impératrice à se lever du canapé. Elle lui a demandé de ne pas prêter attention à sa lettre impudente. L'impératrice était convaincue que le duc Bergy n'était qu'une nullité. Mais elle ne pouvait pas simplement le regarder calmement. La marquise Helena dit obséquieusement qu'il paierait cher pour avoir osé insulter l'impératrice. La blonde s'assit devant la coiffeuse. Elle a convenu avec sa femme de chambre que, bien sûr, il en serait ainsi. Elle a changé de sujet et a demandé ce qui se passait avec la princesse. Comme elle n'avait eu aucune nouvelle, elle décida que sa situation était pire qu'elle ne le pensait. Helena peignait lentement les cheveux de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle était venue précisément pour cette raison.
L'impératrice se figea lorsqu'elle entendit la princesse dire qu'elle avait déjà mémorisé l'arbre généalogique que la blonde lui avait ordonné d'étudier. Gilles VI réfléchit. Comment était-il possible qu'elle l'ait déjà mémorisé? La princesse a-t-elle vraiment osé mentir à Helena? La marquise sourit. Continuant à prendre soin des cheveux de l'impératrice, elle a dit que c'était évident. Elle était perplexe et se lamentait sur ceux qui arriveraient à un pays où la princesse du pays est une menteuse. Elle s'indigne. Qu'adviendra-t-il de la discipline dans le pays? Helena demanda avec complaisance ce que l'impératrice pensait du fait de donner une leçon à la princesse. Gilles VI s'acquiesça avec joie. La femme a admis qu'elle voulait vraiment voir si la princesse lui mentirait en face. D'un geste exigeant de la main, l'impératrice ordonna à Helena de lui amener la princesse le plus rapidement possible. Un sourire narquois apparut sur le visage d'Helena. Elle obéissait à sa maîtresse avec plaisir. La femme, anticipant des représailles, s'est précipitée pour exécuter l'ordre.